Donc j'ai le plaisir de conclure ce travail. Donc pour un petit rappel, l'étude Arbor commençait donc en 2019, 121 patients inclus, d'arthrodèse au moins de T12 au sacrum, sans antécédent d'arthrodèse de plus de 1 niveau, pour rester sur ce qu'on appelle entre guillemets des rachis sains peu ankylosés, 60 voies postérieures uniques, 61 double abord. À 2 ans de recul, il y a eu donc l'objectif, c'est de comparer les deux techniques sur le taux de reprise chirurgicale à 2 ans, les données opératoires, le taux de complications, l'évolution des scores fonctionnels et des paramètres radiographiques. Taux de reprise chirurgicale à 2 ans, c'était un des critères principaux, enfin le critère principal. Clairement, dans les temps postérieurs uniques à 2 ans, on a un tiers des patients qui ont été réopérés et seulement un patient sur 10 dans les doubles temps. Donc c'est quand même une différence importante à retenir et je pense que c'est un chiffre qu'on peut garder en tête. Là, je vous liste juste ce qu'on a désigné comme étant des complications, c'est-à-dire le déficit neurologique, l'infection du site opératoire, les faillites mécaniques précoces, brèche durale, pseudarthrodèse avec rupture de tige, avec ou sans reprise, syphose jonctionnelle et syphose avec fracture ou décèlement proximal. Sur ce taux de complications, résultat également significatif, la moitié des patients opérés par temps postérieur unique ont présenté une complication dans les 2 ans, versus seulement 1/5 des patients opérés par double abord pour le taux de complication total. Nombre d'interventions également significatif. Clairement, le double temps est une étude chirurgicale qui est plus agressive. C'est qu'on va opérer un patient 2 fois de manière systématique, alors que pour le temps postérieur unique, eh bien, on propose une prise en charge en une fois, a priori, si tout se passe bien. Une fois qu'on a présenté ces chiffres, eh bien, on peut se poser la question du temps antérieur systématique. Donc là, il y a 2 points de vue. Vous n'êtes vous êtes contre le temps antérieur systématique, mais vous avez raison, partiellement, puisqu'il y a des arguments pour continuer à faire un temps postérieur unique, puisque dans 65% des cas, les patients opérés une fois ne seront pas réopérés dans les 2 ans. Donc ça, c'est important d'expliquer aux patients aussi que si vous proposez un temps postérieur plutôt qu'un double abord, c'est pour cette raison-là. C'est que dans 65% des cas, vous l'opérez qu'une fois. Par contre, comme il n'y a pas de temps antérieur potentiellement premier aussi, vous ne pouvez pas, dans votre stratégie chirurgicale, bénéficier d'une éventuelle correction sagittale antérieure première. Autre point de vue, vous êtes pour un temps antérieur systématique, vous avez également des raisons et des arguments pour, que vous pouvez présenter à vos patients. Vous allez diminuer le taux de complication global de 50 à 20% dans les 2 ans, et vous allez surtout diminuer le risque de réintervention à 10% versus donc 35%. Également, si vous faites un double temps et que vous pensez que dans votre stratégie chirurgicale, il peut être judicieux de commencer par le temps antérieur, vous bénéficiez d'un premier temps de correction antérieure qui peut être potentialisé par le second temps postérieur en ayant recours à des ostéotomies un petit peu moins invasives, agressives, que si vous avez des fois à faire des ostéotomies par voie postérieure unique. Mais indéniablement, quand vous proposez cette thérapeutique à vos patients, il faut dire que c'est une proposition chirurgicale plus lourde avec 2 opérations systématiques. L'évolution des scores cliniques, donc améliorer significativement quelle que soit la technique à 2 ans. Les patients continuent de s'améliorer sur les douleurs radiculaires et sur l'ODI entre 1 et 2 ans. Il n'y a pas de supériorité en termes de technique opératoire. L'évolution des paramètres radiographiques au niveau frontal, améliorée significativement sur tous les paramètres à 2 ans, pas de différence en termes de technique. Sur le plan sagittal, plutôt décevant puisqu'il n'y a pas d'amélioration significative de la lordose lombaire, seulement 8 degrés à 2 ans post-opératoire, quelle que soit la technique. En revanche, tous les autres paramètres sont améliorés significativement entre le préopératoire et à 2 ans, et toujours pas de différence significative entre les 2 techniques. Donc, Guillaume vous a évoqué des perspectives de travail, et je pense que je le rejoins sur ça. Peut-être qu'aujourd'hui, les critères d'inclusion, quand on va faire un travail prospectif, doivent plutôt concerner les données des patients, c'est-à-dire des données sociodémographiques, des données d'indication, des données de comorbidité, des données médicales, et qui vont nous permettre finalement de pouvoir répondre à des questions plus précises et de manière plus exhaustive. Quand on parle de nombre de critères plus importants, c'est peut-être recueillir effectivement plus de données, comme je vous disais, sociodémographiques, médicales plus larges, pour que l'analyse soit plus fine, et peut-être aussi se poser des questions moins compliquées, c'est-à-dire essayer de répondre à moins de questions sur une même table ronde, essayer de se poser des questions pertinentes sur une population cible, et donc pour pouvoir avoir des populations cibles qui sont comparables en termes de plusieurs données. Est-ce qu'il ne faut pas penser à créer donc des entrepôts de données par pathologie, par indication, par âge, par sexe, et pouvoir finalement aller ensuite piocher dans ces bases de données bien suivies et exhaustives,
pour répondre à des questions scientifiques qu'on se pose à l'avenir pour notre spécialité, et donc peut-être adapter les solutions chirurgicales plutôt au diagnostic, plutôt que de manière, on va dire, systématique comme on peut le faire parfois. Je vous remercie.